Chaque lundi à 17h45 en direct et en replay, bien sûr, sur bismart.fr. C'est notre quart d'heure américain. Et nous retrouvons donc Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, en visioconférence avec nous. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. Ravi de vous retrouver comme chaque début de semaine pour faire le point sur l'actualité américaine. Parmi les 8 ou 9 millions de jobs à pourvoir aux États-Unis, il y en a un qu'il serait bien de pourvoir cette semaine. C'est le poste de Speaker de la Chambre des représentants, Pierre-Yves. Effectivement. Vous savez, vous pourriez briguer ce poste, moi aussi d'ailleurs, parce qu'il n'est pas nécessaire d'être un élu de la Chambre des représentants pour se faire élire par les élus de la Chambre des représentants comme leur speaker. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains ont proposé le job à Donald Trump. A priori, c'est pas assez bien pour lui. Avec un peu de chance, toute la congrégation des élus républicains, ce qu'on appelle la conférence républicaine, va se décider et commencer à voter sur la sélection de ce qui sera leur speaker, puisque les républicains ont une courte majorité à la Chambre des représentants. Ce vote pourrait intervenir mercredi. On se souvient que l'hiver dernier, il a fallu 15 tours, 15 votes successifs pour que finalement Kevin McCarthy soit sélectionné. On verra combien de tours il faut pour sélectionner le prochain speaker. Ce n'est pas du tout un poste honorifique, c'est un poste fondamental parce que sans speaker, la Chambre ne peut rien faire. Elle ne peut pas voter sur des législations, tout le travail des commissions est sérieusement bloqué. Donc il faut absolument que cette vacance soit comblée. On a deux candidats qui, a priori, sortent du lot et qui vont tenter de combler les grandes failles qui divisent la conférence républicaine. Les républicains, ils comptent 221 élus à la Chambre et ils sont divisés. Il y a d'abord une vingtaine de Trumpistes sur la droite et il y a encore quelques centristes et le reste, c'est essentiellement des conservateurs, disons. Mais il y a au moins 3 sujets sur lesquels la conférence se déchire, qui compliquent terriblement le job de la sélection du speaker et qui vont en plus compliquer l'accomplissement de sa mission dès le début, puisque je vous rappelle que le gouvernement américain ne fonctionne aujourd'hui que sur une base de financement budgétaire temporaire qui va expirer le 17 novembre. Première faille, l'Ukraine. Plus de la moitié de la conférence républicaine à la Chambre a voté contre l'aide supplémentaire à l'Ukraine. Deuxième source de désaccord, que faut-il faire sur l'immigration? Faut-il des mesures drastiquement plus sévères pour arrêter cet afflux constant d'immigrants à la frontière mexicaine? Et puis, il y a la question fondamentale du shutdown qui a fait tomber Kevin McCarthy la semaine dernière et qui n'a absolument pas été résolu. Les deux candidats qui, pour le moment, se distinguent, l'un d'entre eux, croisons les doigts, espérons que ce soit lui, parce que c'est le moins déraisonnable de la bande, je le dis en prenant parti, c'est monsieur Steve Scalise, qui a 58 ans, qui est un élu de Louisiane, qui était numéro 2, qui ne s'entendait pas très bien d'ailleurs avec Kevin McCarthy, mais qui a quand même des amis un peu partout dans la conférence, y compris parmi les élus républicains qui ne partagent pas nécessairement toutes ses opinions. M. Scalise est favorable à l'aide à l'Ukraine et ses positions en matière de réduction urgente et imminente des dépenses publiques pour éviter un shutdown sont moins radicales que celles de l'autre candidat, Jim Jordan, élu de l'Ohio, qui, lui, a été officiellement adoubé par Donald Trump et qui se présente comme quelqu'un de beaucoup plus dur et de beaucoup plus populiste. Il est contre toute aide à l'Ukraine et il insiste pour changer les termes de l'accord qui avait été négocié au mois de mai entre le président Biden et Kevin McCarthy pour geler les dépenses domestiques. Ça veut dire que, enfin, je ne sais pas, on verra ce qui se passe, mais une fois le nouveau speaker élu, Pierre-Yves, le risque de shutdown ou le risque d'un shutdown à partir du 17 novembre restera un risque bien réel. Je crois qu'il a augmenté, certainement, par rapport à ce dont nous parlions ensemble il y a une dizaine de jours.
Parce que ce nouveau speaker, par définition, va faire face au même type de problème que son prédécesseur, cette insistance pour que la courte majorité républicaine à la Chambre des représentants obtienne des concessions supplémentaires de l'administration Biden pour limiter l'augmentation des dépenses publiques. Il y a un autre élément qui intervient là-dedans pour compliquer les choses, c'est celui de ce boulet que s'était attaché lui-même à son propre pied Kevin McCarthy afin de se faire élire Speaker en janvier. C'était celui de dire il suffira qu'un seul membre de la conférence républicaine ne soit pas d'accord avec moi pour lancer un vote de défiance. Cette règle peut être changée et beaucoup d'élus républicains souhaitent qu'elle change de manière à ramener une certaine stabilité à la conférence républicaine et à faire en sorte que les républicains, bien que leur majorité soit courte, puissent parvenir à faire passer des lois, même si ces dernières ensuite ne sont pas adoptées par le Sénat. Si on continue avec la dictature de l'ultra-minorité trumpiste, les républicains vont totalement se déconsidérer vis-à-vis de l'opinion. Bon, et puis pour ceux qui n'ont pas reçu le mémo encore, Pierre-Yves, l'argent gratuit, c'est vraiment terminé. Il n'y a pas pire crack ou bear market obligataire ou crack obligataire dans l'histoire que celui qu'on connaît depuis le début des années 2020. C'est absolument hallucinant. Moi, comme vous, hein, Grégoire, je suis ça tous les jours, mais il y a un certain nombre de comparaisons qu'on peut faire avec des cracks, soit obligataires passés, soit avec des cracks frappant les marchés d'actions. Ces comparaisons, je ne veux pas dire de bêtises, donc je m'en remets à mes notes. Nous sommes aujourd'hui, en gros, à une situation où depuis mars 2020 c'est fondamental dans l'histoire monétaire, hein, quand la Réserve fédérale a arrêté le quantitative easing, moins 46% pour le T-bond à 10 ans. Moins 46%. Et pour prendre un élément de comparaison plus simple, le dernier relèvement des Fed Funds par la Banque centrale américaine, c'est fin juillet. Depuis, les Fed Funds n'ont pas bougé. Depuis fin juillet, le rendement du T-bond à 10 ans est passé de 3,8 à 4,8. On a pris 100 points en 2 mois et demi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a parlé à l'instant avec vos invités, ce fameux term premium. On est en train de redécouvrir le fonctionnement normal du marché obligataire maintenant que la Réserve fédérale n'est plus là pour avaler systématiquement une grosse tranche des émissions du Trésor, et le Trésor qui continue de se comporter comme si l'assouplissement quantitatif perdurait. Aucune leçon n'a été tirée par le Trésor américain et par l'administration Biden de la disparition de l'assouplissement quantitatif, d'où l'explosion du déficit budgétaire qui tourne aujourd'hui à 6% du PIB. Le gouvernement américain, si on mesure son intervention en termes de volume de dépenses, le gouvernement américain, je reprends l'expression de Kevin March, les dépenses ont augmenté de 43% en 4 ans. Donc, ce krach obligataire, il est 2 fois plus violent que l'avait été le krach obligataire délibérément déclenché par Paul Volcker en 80-81 pour casser les reins de l'inflation. Et ces 46% de détérioration de la valeur du principal, de la valeur sur le marché du T-bond à 10 ans est à comparer au plongeon des dot-com qui était de 49% pour les actions ou encore à l'effondrement de 57% des actions en 2008. C'est un effondrement massif. Alors, replaçons ça dans le contexte qui aujourd'hui est celui de l'explosion des dépenses publiques et de l'envolée de la dette. La dette publique américaine, c'est 33 000 milliards de dollars. 33 000 milliards de dollars qui aujourd'hui, en moyenne, se refinancent à un taux de 2,9%. Si les taux d'intérêt à long terme continuent d'augmenter, vous voyez un petit peu le carnage comptable pour les dépenses publiques américaines. Je vous le rappelais la semaine dernière, la charge de la dette américaine fédérale est déjà pratiquement l'équivalent des dépenses militaires. On s'approche de 700 milliards de dollars. Si ce 2,9% de taux de refinancement moyen du stock de dette augmente d'1%, c'est 2500 milliards de dollars de plus à trouver pendant 10 ans. Je ne gère pas une agence de notation, mais vous avez compris qu'il me paraît assez logique
que quand on prête de l'argent à un gouvernement qui, comme le gouvernement fédéral américain, est menacé par le shutdown, voire par des crises de nerfs qui nous fait craindre un défaut, et qu'on décide de lui prêter de l'argent à 10, 30 ans, on puisse exiger qu'on soit rémunéré plus qu'on ne l'est aujourd'hui pour le 3 mois, parce qu'à 3 mois, on est toujours à 5,50. Donc, on ne peut sortir de cette configuration d'inversement de la courbe des taux que par une grosse augmentation des rendements obligataires pour les taux longs et voir si vraiment l'inflation est vaincue à une baisse des taux courts. Mais la marge d'ajustement est clairement, le risque est clairement pour une poursuite du relèvement des taux longs. Il y a une vraie question aujourd'hui sur l'équilibre entre l'offre, les émissions de treasuries de la part du Trésor américain et la demande finale, d'autant qu'un certain nombre d'acheteurs historiques, les Japonais, les Chinois, les Saoudiens, ont déjà changé de stratégie, on va dire, vis-à-vis des treasuries et du dollar depuis quelques temps. Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci pour votre quart d'heure quotidien de résumé de l'actualité américaine, ce quart d'heure américain avec Pierre-Yves Dugas, chaque lundi à 17h45 en direct dans Smart Bourse et à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr.